Merci Michel. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames, Messieurs, chers amis, comment devient-on artiste? Comment devient-on le peintre? Vous pouvez entrer, monsieur, je vous en prie. Comment devient-on artiste alors que votre père fait le commerce du fer sur les quais de la Mégisserie à Paris? Comment, alors que tout, normalement, doit vous conduire à reprendre l'activité paternelle? Ah, c'est intéressant. Ça arrive? Ah oui, d'accord. Pardon. Alors que tout vous destine à apprendre la suite de votre père, comment en arrive-t-on effectivement à faire cette carrière que vous connaissez tous et qui vous conduit à devenir le grand artiste de la fin de l'Ancien Régime, à devenir l'ami de Robespierre et ensuite le peintre de Napoléon? Ça y est, Michel, je l'ai cité. Voilà. Le personnage que vous voyez derrière moi, il est déjà installé. C'est déjà le grand artiste de la fin de l'Empire. On est en 1814 et il est peint par Georges Rouget, qui est l'un de ses élèves favoris et qui le suivra. Vous connaissez déjà la fin de l'histoire. C'est comme pour le Titanic et pour Jeanne d'Arc. On sait déjà comment ça se termine. Mais pour David, c'est un moment un peu charnière parce que effectivement, la fin de l'Empire arrive et qu'il va falloir rendre des comptes par rapport à toute sa carrière. Il ne doit son salut qu'à cet homme, qui est un grand dramaturge de l'époque, qui s'appelle Sedaine, et qui a la chance, ou du moins c'est la chance de David, d'être son parrain. Je le disais, le destin s'est un peu chargé de sa carrière, puisque son père décède victime d'un duel au sabre, et que par ce fait, la mère de David, la mère de Jacques Louis, c'est son prénom donc Louis, on va l'appeler Louis, puisque c'est le prénom d'usage, Louis montre des prédispositions plutôt pour le dessin, donc sa mère le dirige vers cette carrière, et ça tombe bien, puisqu'il a dans l'entourage familial un peintre très connu qui s'appelle François Boucher. Et Boucher, voyant les prédispositions de l'enfant, se dit qu'il faut le former à cet art. Alors dans un premier temps, il va peindre de jolis nuages et des jolies fesses roses, mais très vite, on se rend compte que le jeune artiste est plutôt destiné à devenir un peintre néoclassique, et c'est ce qu'on connaît de lui, évidemment, pour la suite. Mais cet homme, finalement, va permettre à David de poursuivre non seulement sa carrière, mais sa vie. Il tente de se suicider au 3e échec du prix de Rome. Et sans Sedaine, qui vient à son secours, alors qu'il apprend qu'il fait une grève de la faim, sans cet homme, sans ce dramaturge, eh bien, nous ne serions pas réunis pour entendre parler de ce peintre, effectivement, hors du commun, dont le talent est hors du commun. Et Sedaine le remet en selle en lui disant, si l'art classique et le grand art que tu veux vraiment peindre ne te plaît pas tant, ou du moins si tu cherches plutôt à l'oublier pour un temps, eh bien, tu vas devenir décorateur, mon ami. Et c'est ce qu'il fait. Il prend ses pinceaux pour décorer l'hôtel particulier de Mademoiselle Guimard, que vous voyez derrière moi. Il en restera ce très beau portrait de la jeune comédienne en terpsichore, une jolie huile sur toile. On est en 1773, il a donc 25 ans. Vous voyez donc, l'art de Boucher, il n'a pas tout à fait oublié les choses. Et comme il ne fait que dessiner matin et soir, on a l'impression de la publicité, vous savez, Guy de Graine. Hein, vous ne ferez jamais rien de bien. Ça, je parle pour les plus jeunes d'entre nous. Et donc David reprend vraiment espoir dans l'art après cette parenthèse de décorateur et présente à la 5e reprise, enfin il est accepté, cette toile qui représente Érasistrate, le médecin Érasistrate, désignant la cause de la maladie d'Antiochus. Alors Érasistrate, c'est un prénom qui reviendra peut-être à la mode, mais ce n'est pas tout de suite. Mais Érasistrate, vous le voyez, il est assis à gauche dans la toile, et il désigne la raison de la maladie d'Antiochus. Vous connaissez vos classiques, c'est Stratonis. Et le hasard veut que Stratonis, ce n'est pas véritablement un hasard, c'est la maîtresse du roi qu'on aperçoit dans l'ombre. Donc vous imaginez les dîners de famille, voilà on va dresser le décor de cette toile. Plus sérieusement, cette œuvre lui vaut les félicitations du jury, et enfin David est accepté à Rome. Il fait donc ce grand voyage, nous sommes en 1774. Au début de 1775, il arrive à Rome et il avait affirmé à son maître, qui vient de prendre la suite de Boucher, qui s'appelle Marie-Joseph Vien, il avait dit à Vien,
« Rassurez-vous, maître, je resterai français jusqu'au bout de ma palette. » Or, quand il arrive à Rome après avoir fait le grand tour, vous connaissez cette fameuse tradition, lorsqu'il arrive à Rome, il écrit à sa mère qui suit un peu son parcours, il lui dit « Maman, j'ai été opéré de la cataracte. » Ce qui veut dire qu'il a découvert la peinture du Caravage. Et que là, effectivement, tout ce qu'il connaissait auparavant, il va falloir le balayer. Voici ce qu'il en laisse de ce séjour romain. Il va rester 4 ans sur place. D'abord, il essaie de soulever un petit peu ses autres camarades. C'est un personnage avec un fort caractère, Louis David. Et le jeune Louis essaie de les soulever en leur disant nos conditions sont mauvaises. Il a un côté un peu mélanchoniste, quoi, sur les bords un peu cégétiste. Il essaie de soulever ses camarades, tant et si bien d'ailleurs que 2 seront renvoyés et David manque d'être retourné à Paris assez rapidement. En attendant, il reprend ses pinceaux plus sérieusement et il exécute cette toile, ce tableau qui représente Saint Roch intercédant la Vierge pour la guérison des pestiférés. C'est une toile qui lui a été commandée par Marseille, et le Lazaret de Marseille souhaitait commémorer le 60e anniversaire de la dernière peste. Là, je sens que votre attention est toute trouvée. C'est vrai que les épidémies, c'est un sujet qui revient, hélas, dans l'actualité. Et donc, pour le 60e anniversaire de ce drame, le Lazaret de Marseille lui demande cette toile. Alors, bien sûr, très classique sur la partie de la Vierge, mais ça, il respecte les codes. Un peu moins, plutôt néoclassique pour le personnage de Saint Roch que vous apercevez en train de prier. Et surtout, très néo-romantique. Je ne sais pas si on peut faire un... Ah oui, on peut faire un petit zoom, regardez. Très néo-romantique, enfin pro-romantique, pré-romantique. On a l'impression de voir déjà le radeau de la Méduse, hein, que l'on retrouvera évidemment 40 ans plus tard. Donc vous voyez, il y a quelque chose d'assez étonnant chez David dans cette façon de présenter les toiles et ce côté un peu anticonformiste, d'autant que les sujets qu'il va présenter par la suite, lorsqu'il est toujours à Rome, sont dans cette veine-là. Une toile suivante, que vous connaissez peut-être, c'est Bélisaire demandant l'aumône. Vous connaissez le sujet, le général de ce bas empire romain, devenu aveugle, comme on l'aperçoit ici, a pour seul guide un jeune enfant d'une douzaine d'années, de 12 ans, qui lui permet de vivre de toute son obole, et une jeune femme est en train d'apporter justement une des pièces dans son ancien casque. Mais la stupeur s'empare d'un de ses anciens officiers, je parle pour nos amis militaires, un de ces anciens officiers qui se demande comment le pouvoir de Rome a pu laisser dans un tel état celui qui avait signé autant d'exploits militaires. Et à travers cette toile, c'est bien entendu une attaque directe contre l'Académie, puisqu'il a quand même été seulement reçu, David, à la 5e reprise, il ne l'oublie pas, mais surtout indirectement contre le pouvoir royal, resté à Paris, qui voit d'un mauvais œil toutes sortes de velléités qui sont son apanage. Et donc David, lorsqu'il présente notamment des portraits, comme c'est le cas ici du comte Potocki, comte polonais, qui fait également son grand tour en Italie et qu'il a rencontré à Naples, de la même manière, on s'imagine un portrait, tout ce qu'il y a de plus habituel. Et c'est vrai que l'allure du cavalier, la très belle qualité du cheval lui-même font aller dans ce sens. Mais vous aurez sans doute remarqué, au-delà de tout ça, le détail du chien qui est en bas à gauche et qui, en aboyant, risque de finalement faire tomber le cavalier de sa haute stature. Et à travers cela, c'est une sorte aussi d'attaque en disant « Attention, cette noblesse si bien installée pourrait manquer de tomber à la moindre cri ». Autant dire, les aboiements du chien, c'est bien sûr une allégorie de la situation d'un peuple qui est en train de se réveiller. Nous sommes alors à ce moment-là, en 1781. Donc, David revient à Paris avec ses idées très affirmées, et lorsqu'il s'installe pour présenter son morceau de concours définitif, pour le faire entrer à l'Académie de peinture, il choisit un sujet qui résonne bien sûr, parce que tout ce petit monde du jury et bien entendu aussi de cet entourage de l'Académie est pétri de culture classique, mais le sujet qu'il choisit, cette douleur d'Andromaque qui est ici présentée en 1783,
cette douleur d'Andromaque, c'est aussi les regrets d'Andromaque. Et c'est un sujet qui résonne personnellement, parce que la douleur d'une mère ayant perdu son mari avec son fils devant elle, c'est en réalité la situation de David lorsqu'il a perdu son père, victime de ce duel dont je vous parlais tout à l'heure. Donc à travers cette toile qui lui permet d'entrer en tant qu'académicien de peinture, eh bien aussi il y a une sorte de réponse à la situation qu'il a connue lui-même enfant et qui permet justement, parce qu'il est vraiment bien installé, de présenter la toile que vous voyez derrière moi et que vous connaissez tous, évidemment, par cœur. On est en 1785. Le titre, vous le connaissez, Le Serment des Horaces. Vous connaissez bien évidemment cette scène. Et on n'imagine pas que lorsqu'elle est présentée au public, au jury dans un premier temps, et surtout au salon de peinture, en septembre 85, elle fasse un tel scandale. Alors vous allez me dire, c'est quand même pas l'Olympia de Manet, c'est quand même pas l'impressionnisme, c'est quand même pas toutes ces œuvres qui ont défrayé la chronique. Et pourtant, d'abord, ce qui est important, c'est que dans le décor, on ne peut pas dire que notre ami David se soit foulé. L'arrière-plan est d'un vide sidéral. La chose intéressante, c'est qu'il rythme la représentation. À gauche, les trois fils, au milieu, le père qui fait prêter serment, et à droite, bien entendu, les mères et les enfants qui pleurent, attendant bien évidemment l'inéluctable qui va arriver. L'autre élément, c'est la précision des détails des corps, et en particulier, regardez le détail des mains, des bras, des jambes, des visages, et tout cela dans une sorte d'hyper-réalisme qui choque un petit peu. On avait tendance, en cette fin du XVIIIe siècle, à améliorer, pour dire les choses autrement, à faire du Photoshop, quoi. Là, c'est presque, les visages ont l'impression d'un caractère quasi photographique. Toujours en écho personnel, cet enfant dont le regard est assez halluciné pourrait faire penser à David lorsqu'il a connu la mort paternelle, mais surtout, ce qui va choquer surtout le jury et aussi le public, parce que cette œuvre est présentée juste en dessous du portrait de Marie-Antoinette et de ses enfants, donc vous voyez déjà le contraste entre les deux. Ce qui va choquer beaucoup, mais vous l'aurez constaté, vous l'aurez sans doute remarqué, c'est que les trois fils qui s'apprêtent à affronter les Curiaces, les trois fils prêtent serment, mais pas tous de la main droite. Deux le font de la main gauche. Alors c'est ce qu'on appelait à l'époque, c'est parti dans les limbes évidemment, ce qu'on appelait prêter un serment à la normande. Ça devait être un breton qui avait dû inventer l'expression, mais prêter serment bien sûr de la main gauche signifiait que à la première occasion, dès que ça tournait mal, les deux fils qui prêtent serment de la main gauche vont se débiner et vont éviter évidemment le combat. Donc déjà le drame est ici présenté et ça va heurter bien sûr les consciences. Alors sans dire les choses autrement, c'est une sorte de Gainsbourg de la peinture de l'époque, vous voyez, hein, c'est-à-dire que dès qu'il peut mettre un petit détail qui va choquer, David ne va jamais le manquer. Et donc, en 1785, ça ne manque pas, il se fait des ennemis, mais vraiment de grands ennemis du côté de l'administration et de l'académie. Ce qui n'empêche pas quand même d'avoir un des amis qui s'appelle Monsieur Pécoul, qui est membre des bâtiments du roi, qui le prend sous son aile et qui va lui faire épouser sa fille Charlotte en lui mettant une très belle dot entre les mains, ce qui va lui assurer au moins un avenir assez tracé. Mais David continue, parce que en faisant ce choc esthétique, ce choc également de présentation, ça lui vaut au moins les honneurs de la jeune génération, qui se dit mais voilà comment il faut présenter les choses. On ne va plus peindre de jolis nuages avec des dieux et tout ce genre de choses, mais il faut présenter les choses de manière réaliste, brute, extrême. Et donc ça lui vaut une centaine d'élèves dans son premier atelier. Il en comptera sur la totalité de sa carrière, jusqu'à la fin de ses jours, près de 620 personnes. Parmi lesquelles, une centaine de dames, ce qui est assez nouveau. Il y avait des artistes féminines, hein, vous connaissez tous Madame Vigée-Lebrun, il y en a eu d'autres, mais chez David, elles sont une centaine. Et surtout, je vois que ces messieurs vont ouvrir les yeux, peut-être les dames encore plus, c'est que ces dames peignent directement sur les modèles masculins. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je vous fais un dessin. Ce qui signifie donc qu'elles vont voir des corps nus. Alors qu'auparavant, les dames ne pouvaient apprendre la peinture qu'à partir de sculptures. Nues elles-mêmes, mais avec moins de vie.
Là, David leur fait montrer directement le modèle et elle peigne en atelier avec ces messieurs. Donc forcément, on dit de David qu'il corrompt la jeunesse. Sa réponse, c'est cette toile. Nous sommes en 1787 et cette toile, c'est la mort de Socrate. Quel meilleur exemple que Socrate, qui a corrompu la jeunesse et dont on voit le résultat, il est obligé de se suicider avec la ciguë. Il s'apprête à prendre la coupe que lui tend un de ses disciples, et on voit déjà l'émotion des autres, notamment sur la partie droite. Les plus courageux d'entre eux, vous voyez sans doute derrière, sont en train de disparaître. Bien sûr, en train de prendre la peau d'escampette. C'est aussi une petite réponse de David à ceux qui ont évité les foudres de l'administration et de l'académie, qui ont évité de rentrer dans son atelier en disant « Oh là là, c'est peut-être un peu risqué ». En attendant, il rappelle que le plus célèbre et le plus fidèle d'entre eux, c'est Platon. Et que Platon, eh bien, quel sera le Platon de David? Il y en a plusieurs. On compte Drouet, par exemple, qui mourra assez jeune, et puis des grands noms que vous connaissez sans doute, évidemment, Gros, Ingres, Girodet, Isabey, et même des sculpteurs. J'ai parlé des femmes, mais il y a aussi des sculpteurs qui travaillent dans son atelier. Rude, François Rude, qui représentera notamment Napoléon s'éveillant à l'immortalité, et puis au pied de l'Arc de Triomphe, cette fameuse Marseillaise que nous connaissons tant. Donc David présente toujours cette scène avec le regard du philosophe qui montre que la destinée finale, c'est bien entendu l'éternité et la postérité. Alors, comme il faut quand même répondre à quelques commandes, officielles cette fois, David peint les amours de Paris et Hélène. Ça lui est demandé par un personnage que vous connaissez dans l'histoire, qui s'apprête un jour à devenir roi sous le nom de Charles X et qui n'est encore qu'Artois, c'est-à-dire le frère du roi. Artois avait fait l'acquisition de Bagatelle, et pour accueillir ces dames dans son petit alcôve, eh bien, il avait commandé à David cette œuvre. Bien entendu, Paris n'est pas prête de combattre, n'est-ce pas, mon général? Quand on voit qu'effectivement, il a laissé dans la pénombre à la fois son carquois et ses flèches, et puis évidemment que tout ce petit monde, enfin, ce joli couple-là est en train d'écouter le bruit de l'eau qui coule négligemment devant eux. Surtout, on voit que la jolie Hélène, la belle Hélène, sans jeu de mots, la belle Hélène est peu vêtue, c'est le moins qu'on puisse dire, et que ce beau Paris s'apprête surtout à lui conter fleurette avec une jolie lyre qu'on écoute, avec toujours des décors, parce que là, cette fois-ci, il faut quand même répondre à la commande, avec des décors, les fameuses cariatides de Jean Goujon, que vous aurez évidemment reconnu à l'arrière-plan. Mais ce qui est plus intéressant, parce que nous sommes en Phrygie, Paris porte un bonnet phrygien en 1788. Ça n'est pas encore un signe de ralliement, mais c'est une sorte de petite provocation. Mais David aime bien ce genre de choses. Arrive la Révolution, 1789, alternant toujours entre les portraits et les grandes scènes. Vous reconnaissez le couple Lavoisier. Rien ne se perd, tout se transforme. Au-delà de ça, on a quand même remarqué que le scientifique n'est pas mis en valeur, ou du moins il est mis un peu sur le côté. Celle qui est en évidence, c'est son épouse avec cette très jolie robe, effectivement immaculée, ce petit ruban bleu, et pour cause, tout simplement parce que Madame Lavoisier, c'est elle qui fait la commande de la toile, et que c'est surtout une élève de David. Vous voyez le carton dessin ici? Donc très beau portrait, évidemment. Le tableau se trouve aujourd'hui au Metropolitan, pour ceux qui ont eu la chance d'aller le voir. Il n'était pas dans l'exposition rétrospective que vous avez peut-être eu la chance aussi de voir au musée du Louvre quand le Louvre était ouvert, ce qui n'était pas évident non plus, parce que vous vous souvenez des épisodes précédents. C'est comme chez Netflix, il se passait toujours un épisode intéressant. Mais donc, pour revenir à cette toile, Madame Lavoisier, c'est elle qui a commandé, c'est elle qui est l'élève de David, donc c'est elle qui est mise en valeur. Et le tableau est refusé parce qu'on met trop en avant Madame Lavoisier et pas Monsieur, avec tout son attirail pourtant scientifique. Ça ne suffira pas pour plaire au jury. Alors David présente une autre œuvre, cette fois-ci bien politique. Les licteurs rapportant à Brutus les corps de ses fils morts. Ça plombe un peu l'ambiance, je sais bien pourquoi, mais on est en 1789 et
c'est vrai que l'actualité permet à David de raisonner dans les souvenirs et surtout de raisonner dans les esprits. Parce que les licteurs, bien sûr, on a l'impression que tout ça est très éloigné, mais je vous rappelle que ces faisceaux de licteurs vont devenir des symboles importants de la Révolution et que les deux corps qu'on est en train d'apporter, ce sont les fils de Brutus. Alors pas le Brutus tout coco Philly, mais le Brutus que vous connaissez de la République très ancienne. Et ce Brutus qui s'était mis en tête de soutenir la République avait été obligé d'affronter ses propres fils qui avaient pris les armes contre lui. Donc sans sourciller, il allait ordonner leur mise à mort. Voilà le résultat, les deux fils sont portés. Alors David avait envisagé dans un premier temps, on a le dessin préparatoire, de mettre les deux têtes au bout des pics. On lui a dit non, peut-être pas. On est en septembre 89, il s'est passé des choses un peu avant. En attendant, regardez bien ce qui est plus intéressant, c'est que pour montrer les tourments du père, il le place dans l'ombre, alors qu'en pleine lumière, la tristesse de la mère avec les deux filles et surtout de la servante qui se cache les yeux montre également dans quelle situation, non seulement la famille se trouve à ce moment-là, mais plus largement, par extension, la France de l'époque, entre le droit, la légitimité, et puis tout ce qui va arriver. On est en 1789, comme je vous le rappelle. Donc David se fait de la Révolution. Il s'engage au Club des Jacobins, devient un des proches notamment de Robespierre, et en 1790, au mois de mars-avril, il reçoit commande de cette œuvre qui doit commémorer un autre serment, lui qui s'est fait une sorte de spécialité des serments, et il va en faire d'autres par la suite. Il se fait une spécialité des serments, et il va donc représenter le serment du jeu de paume. Alors il n'était pas présent, le 20 juin 89, à Versailles, il n'était pas dans l'Assemblée. Il va améliorer, bien évidemment, comme vous l'imaginez, cette scène, la rendre très efficace, avec beaucoup de mouvements. On imagine un orage qui est en train de gagner les étages, et puis ce mouvement dans les voiles au-dessus. Ce qui est intéressant, c'est qu'il essaie de mettre, dans ce dessin préparatoire que vous voyez ici, il essaie de faire figurer 600 portraits. Donc 600 personnes, je ne sais pas si vous imaginez, c'est une gageure. D'autant que la toile doit faire 10 mètres par 7. Donc, au bas mot, ça représente 3 à 4 ans de travail avec 150 élèves. David se contentant, entre guillemets, de faire le dessin, que vous voyez ici, parce que pour alimenter ce travail, il faut forcément un peu d'argent. Donc le dessin va être gravé, distribué dans toute la France, et on va faire une souscription. Et malheureusement, le produit de la souscription n'atteint pas du tout, mais alors pas du tout, le produit espéré. Donc, David va en être quitte pour laisser un peu de côté la toile, d'autant qu'entre-temps, alors bien sûr, on a représenté Bailly ici en train de faire prêter serment. On retrouve évidemment l'abbé Grégoire que vous aurez reconnu, Mirabeau, nous ne sortirons que par les forces des baïonnettes. Enfin, tout ce petit monde est bien sûr là, mais sauf qu'entre-temps, certains sont considérés soit comme tièdes vis-à-vis de la Révolution qui évolue, et d'autres considérés comme des traîtres. Donc forcément, cette scène ne peut pas aboutir, et David en est quitte pour laisser de côté ses pinceaux. Il avait essayé de se présenter, puis finalement il a mis un autre personnage qu'on voit ici en train de prendre à la volée l'événement, avec de très beaux moments, comme ici, un vieillard porté par de jeunes hommes, dont un qui porte encore un bonnet phrygien. Et on se rend compte qu'on est quand même dans un jeu de paume. Vous aurez remarqué la raquette avec les balles ici. Et puis un mouvement très fort, évidemment, qui gagne l'assistance. Mais je vous le disais, on en est quitte pour laisser ça de côté. Et David, cette fois-ci, va représenter la Révolution tout entière. D'abord, en 91-92, il entre non seulement au Club des Jacobins, mais il va avoir plus d'importance encore au moment de la République, parce qu'en septembre 92, il est élu député de Paris. Alors, ce n'est pas tout à fait évident pour lui, d'abord parce qu'il a une infirmité importante au niveau de la joue. Je vous laisse regarder, d'ailleurs, vous le trouverez, je ne vais pas vous la montrer, mais la sculpture qu'en a fait Rude avec sa joue déformée, qui valait le surnom de grosse joue. Alors, dans tous ses autoportraits, on en verra un tout à l'heure, il essaie de gommer tout cela. C'est formidable parce que c'est lui qui est à la manœuvre. Donc, quand il fait un autoportrait, c'est plutôt facile. Mais pour les adversaires, cette moquerie va lui rester, et donc il va essayer de prendre une sorte de revanche sur la nature,
sur la vie, avec des discours de plus en plus enflammés, d'autant qu'en 93, on aperçoit dans les listes que David devient membre du comité de sûreté générale. Et donc, à ce titre, il est un personnage important. En juillet, alors qu'il a représenté le Pelletier de Saint-Fargeau au début de l'année, qu'il a voté la mort du roi, en juillet, bien évidemment, très proche de Marat, c'est à lui qu'on confie la représentation du martyr de la Révolution. Le tableau, un peu comme tout à l'heure avec ce qu'il avait voulu faire pour le serment du jeu de paume, vous aurez constaté que le décor, là encore il ne s'est pas vraiment foulé, c'est le moins qu'on puisse dire, mais le décor est très nu, très vide, tout simplement pour accentuer l'effet de représentation. On a l'impression d'un personnage qu'une sorte de martyr moderne, effectivement, une sorte de saint laïque. On a presque l'impression d'un Christ descendu de la croix, à la différence bien sûr qu'il est dans sa baignoire, mais c'est un peu la même chose. Vous aurez constaté que déjà la lame qu'on aperçoit ici en bas de Charlotte Corday a fait son œuvre et que ce côté rouge n'est pas sans évoquer évidemment un aspect christique. Et pour seul élément d'indication, Amara, David. Le coup de l'émotion, David est aussi à la manœuvre pour faire toutes les cérémonies autour de l'accueil du corps de Marat au Panthéon. Donc c'est vraiment lui qui est à la manœuvre. Et comme il a été décorateur, comme il était aussi s'est occupé un peu de mise en scène, c'est ensuite Louis David qu'on retrouvera dans toutes les grandes mises en scène de la Révolution, en particulier la fête de l'être suprême, enfin tout ce qui est vraiment grande festivité. C'est lui qui dirige non seulement les décors, mais également tout l'aspect théâtral. Il y a un côté théâtral dans cette scène, hein. C'est indéniable. Et l'œuvre va être exposée à la Convention avec le Pelletier de Saint-Fargeau dont je vous parlais tout à l'heure, et puis un autre tableau que je vous présenterai ensuite. Donc il se fait de la Révolution, devient de plus en plus radical, et sa fameuse épouse dont on a parlé tout à l'heure, Charlotte, voyant cette évolution un peu dramatique, a pris sous son aile ses 2 filles. Ils ont eu 4 enfants, 2 fils et 2 filles. Elle prend les 2 filles en se disant on va éviter qu'elles soient polluées par l'esprit du papa, et elle demande le divorce. Une chose qui arrive depuis 1790, donc le couple se sépare. David est de plus en plus radical, alors qu'il a quand même 4 enfants. Non seulement il fait partie du comité de sûreté générale, mais c'est lui qui est aussi à la manœuvre pour instruire le procès de Marie-Antoinette. Et on sait dans les rapports, évidemment, qu'il extrait les aveux du dauphin qui accuse la mère d'inceste. Avec évidemment un David de plus en plus extrême, évidemment, comme vous l'aurez constaté. On lui attribue ce dessin, qui n'est pas tout à fait sûr, mais au moins il était présent pour voir conduire à l'échafaud l'ancienne reine. Et donc, on ne peut pas non plus dire qu'il l'ait vraiment amélioré. Je vous laisse juge, évidemment, de ce beau visage de la reine Marie-Antoinette. Il avait dit dès la fin 89, à Gros dans une lettre, « Il faut nous débarrasser de cette charogne-là ». Il était au bout de ses idées. À la fin de 93, membre toujours de ce comité de sûreté générale travaillant avec le comité de salut public, il représente un autre martyr de la Révolution, le jeune tambour Barra, celui-ci, vous savez, ce jeune tambour qui est victime d'un guet-apens royaliste en Vendée, n'est-ce pas Thierry? Tu connais la Vendée? Non, mais tu connais la Vendée. Ah ben, je sais que tu y es pour rien, heureusement. Je disais que tu connais la Vendée. De cette Vendée qui, quand même, s'est soulevée. C'est un petit clin d'œil, c'est tout. Donc, représente ce martyr de cet enfant, laissé donc pour mort par ses bourreaux du moment. Et donc, cet enfant, il n'a que pour seul attribut une cocarde qu'il tient contre son sein, que vous apercevez. Alors, il n'a pas été laissé nu par ses adversaires, mais c'est ainsi que le représente David pour montrer la pureté, l'innocence, et dans quel état, finalement, cette... Alors, il n'a pas existé, me dit Thierry. C'est vrai, cette scène est un petit peu inventée. Non, en tout cas, il veut en faire effectivement une sorte de saint. Je vous disais, c'est dans l'esprit de David, hein. C'est-à-dire, comme tout à l'heure pour Marat, tout ça est un peu réorganisé et tout cela relève plus de la légende que de la réalité, mais c'est ainsi que David souhaite présenter. Donc ces 3 tableaux dont je vous parlais tout à l'heure, Le Pelletier, Marat et Barra, sont exposés à la Convention nationale. Ça tombe bien,
Parce qu'en janvier 94, enfin ça tombe bien pour lui, David est élu président de la Convention nationale. Il va présider aux destinées de la France pendant 3 semaines. Et à ce titre, déjà ce qu'il a fait depuis plusieurs mois, à ce titre, il va envoyer 320 personnes à l'échafaud, signées ou contre-signées, parmi lesquelles un certain Alexandre de Beauharnais, que vous connaissez évidemment. On imagine que les rencontres avec Joséphine ont été sympathiques par la suite. J'y viens, il est arrêté au moment de la chute de Robespierre. Rassurez-vous, on arrive enfin à Napoléon. Mais ça ne va pas se passer simplement parce que d'abord, il va falloir rendre justement les premiers comptes, là, en se demandant comment il a pu être emporté par cette vague révolutionnaire, cette terreur qui a emporté tellement de victimes. Et donc David, qui avait affirmé l'avant-veille de Thermidor, « Toi, l'incorruptible, rassure-toi, je boirai la ciguë avant ta chute », ben, c'est étonnant, au moment où on arrête Robespierre, David se fait porter pâle, reste chez lui, demande à ne voir personne, pour cause, mais on le porte à la tribune et il faut justement avoir un procès. Il gagne la vie sauve dans un premier temps grâce à trois éléments importants. D'abord, il a ce qu'on appelle couramment aujourd'hui des dossiers vis-à-vis des uns et des autres, puisqu'ils ont tous été de la partie. La deuxième chose, c'est qu'il a très bons avocats, à commencer par ses propres élèves, qui font des pétitions en disant « mais c'est pas possible », tout ce qu'il a pu faire pour l'enseignement public, pour les jeunes filles, pour tout ce qu'il a fait. Et la troisième chose, son épouse, la fameuse Charlotte, qui, voyant comment ça tourne, en se disant cette fois-ci, il a peut-être repris ses esprits, eh bien, tient vraiment à ce que le jury qui doit le condamner soit plus clément. Et ce qu'elle obtient avec tout cela, elle obtient justement que David ne soit que enfermé. C'est ce qu'il est. Il va être il va être arrêté et mis donc aux arrêts dans la prison provisoire du Luxembourg. Et ce qu'il en laisse, c'est ce fameux autoportrait que vous connaissez. On voit la petite déformation de la joue. On voit surtout que c'est un personnage avec encore un peu d'emportement dans les cheveux, mais très, très direct. Il n'y a pas, là, cette fois-ci, d'amélioration de quoi que ce soit, au-delà donc justement de la joue elle-même, mais c'est un regard assez noir, assez sombre, assez direct. Et chez David, en fait, on retrouve un peu tout ça. C'est un peu l'introspection qu'il est en train de se faire. Il a pour seul... Oui ? On est en 1794. C'est la chute de Robespierre. Et il n'a que pour seul... Oui, interrompez-moi, hein, posez-moi des questions. Je suis peut-être un peu trop long ou trop... Non. Mais il n'a que pour seul élément extérieur à peindre que de sa cellule, sa petite fenêtre. C'est ce qu'il fait. Il représente les jardins du Luxembourg, qui ont bien changé depuis, vous allez me dire. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est le seul paysage qu'on lui connaisse, à l'huile. Effectivement, il manque un peu de sujet. Et puis surtout, c'est, on va dire, sans enjeu politique, là. En revanche, ce qu'on aperçoit, c'est ce qui est représenté ici, c'est qu'on retrouve une de ces filles qui est en train de jouer dans le jardin. Alors que les ouvriers savent faire pour préparer peut-être un potager, et bien cette petite fille qui joue montre que David a retrouvé son épouse et ses 2 filles, et qu'il va donc justement retrouver une vie de famille, tant et si bien d'ailleurs que 2 ans après cet enfermement, qui va durer quelques mois, ensuite il sera gardé dans la prison du Collège des 4 Nations, l'ancien Collège des 4 Nations où il avait fait ses humanités, et donc, retrouvant la vie extérieure, il retrouve donc une vie familiale, et Madame David, Charlotte Pécoul, demande de nouveau à épouser le peintre, en 1796. Grande année, c'est à ce moment-là qu'arrive le personnage que tout le monde connaît, un certain général Bonaparte, qui bien sûr qui impressionne l'Europe, et David reçoit une lettre enflammée, avec beaucoup d'enthousiasme, de son élève Gros, qui lui dit « Maître, venez absolument en Italie, cet homme est en train d'étonner le monde ». Il n'est pas en train de paraphraser, évidemment, Stendhal, mais c'est un peu tout comme. Et quand on relit la lettre, on comprend que David n'hésite pas un instant, il fait le voyage en Italie, et il croise, plus qu'il ne le voit, le général vainqueur, qui est en train de peindre justement Gros sur le pont d'Arcole. Il revient à Paris, il attend le retour de l'armée, et Bonaparte, vous le savez, arrive en décembre 97, et c'est à ce moment-là que les 2 hommes se rencontrent vraiment. Ça tombe bien,
On organise un grand banquet pour l'arrivée de l'armée d'Italie, et le général Bonaparte et le peintre David dînent l'un à côté de l'autre. C'est un coup de foudre mutuel. Une grande amitié va naître, avec des hauts et des bas, comme souvent, mais une grande amitié. Ils ne se quitteront plus jusqu'à la fin de leurs jours respectifs, ou du moins avant que Bonaparte, devenu Napoléon, ne quitte la scène pour Sainte-Hélène, qui est aussi dans l'actualité, mais pour une autre raison. Et donc Bonaparte fait donc tellement une forte impression, pendant ce dîner, on le comprend tout à fait, ils ont 21 ans d'écart. Hein. David est né le 30 août 1748, je dis ça pour les personnes qui souhaitent noter, alors que Bonaparte, je ne vous fais pas l'affront, hein. On est ici à la Fondation Napoléon. Donc ces 21 ans d'écart montrent d'abord que même s'il y a une sorte de parcours parallèle, formation sous l'Ancien Régime, emportement pendant la Révolution, proximité d'un Robespierre, pour l'un Maximilien, pour l'autre Augustin, et puis tout ce qui s'ensuit, il faut se retrouver une certaine virginité politique, et puis montrer que le directoire peut compter sur eux. Et c'est ce qu'ils vont faire. David, dès le lendemain de cette rencontre, invite Bonaparte à venir dans son atelier. Il demande à tous ses élèves de quitter la scène, de partir et de rester seul avec son modèle, qu'il peint en 3h30 de pause. C'est le portrait que vous connaissez, qui est ici. Ce tableau restera inachevé, vous voyez d'ailleurs. Il y a la silhouette qui s'en détache. Au départ, il était prévu, c'est ce que racontent David et ses élèves, il était prévu de représenter, bien sûr, Campo Formio, le traité, enfin tout ce qui s'ensuit avec Léoben. Mais par la force et la puissance de ce visage, il n'en restera que ça, qui va longtemps d'ailleurs figurer sur nos billets de 100 francs, vous vous souvenez, hein? Bon. Lorsque Bonaparte quitte l'atelier, David reconvoque ses élèves en leur disant « Mes amis, quelle belle tête il a. Il est beau, il est grand. Il est pur comme l'antique. Mes amis, j'ai trouvé mon héros, il s'appelle Bonaparte. » Et de ce moment-là, je vous le disais, les deux hommes ne vont plus se quitter. Il ne sera pas du voyage d'Égypte, parce qu'il est d'abord élu à la 3e section des Beaux-Arts de l'Institut. Donc lui qui n'aimait pas vraiment les honneurs et l'Académie, on ne peut pas dire que vraiment il était fidèle à ses convictions, mais bon, il fait partie de l'Institut. Et surtout, c'est lui qui s'occupe de l'arrivée de tous les chefs-d'œuvre d'Italie. On voit bien dans le côté revanche un peu sur l'histoire, ce qui a pu intéresser David. En attendant, il est là au retour d'Égypte. Il a un peu laissé la main à un de ses proches amis, vivant de nom, ce qui va leur faire d'ailleurs des raisons de se fâcher, parce que Denon est très proche de Napoléon. Il va devenir, vous le savez, il deviendra le directeur du musée Napoléon plus tard. Donc trop proche de Napoléon, David va y voir une sorte de concurrence. Mais Denon n'est pas un artiste en tant que tel, peintre comme lui, c'est un artiste dans d'autres domaines, mais pas celui-ci. En attendant, David a anticipé l'arrivée de Napoléon au pouvoir, parce que lorsque Bonaparte, devenu premier consul, rend visite dans l'atelier de David dans les jours qui suivent, il découvre cette toile que le peintre avait commencé à esquisser un petit peu dans sa cellule, à la fois au Luxembourg et au Collège des Quatre Nations, les Sabines. Alors le titre, parfois, c'est l'enlèvement des Sabines. On n'est plus dans l'enlèvement, là. Vous vous rappelez de l'histoire. Les Romains qui manquaient d'épouses étaient allés se servir chez leurs voisins. Donc, ils avaient fait effectivement des mariages forcés. De ces mariages étaient nés des enfants, qu'on aperçoit ici au premier plan. Mais justement, lorsque les Sabins avaient voulu prendre leur revanche, eh bien, ces dames s'étaient interposées. On voit ici Ercilly qui s'interpose entre, d'un côté, son frère, Titus, et de l'autre côté, le fameux Romulus. Vous connaissez l'histoire, hein, évidemment. Avec son bouclier fièrement dressé, évidemment, qu'il porte sur la main gauche, et ce bouclier qui rappelle qu'il a été élevé par la louve avec son frère Rémus. Mais dans tout cela, cette représentation plaît énormément au premier consul. Et pour cause. Parce qu'on est en train de mettre fin à une guerre fratricide. Parce que ces dames s'interposent en montrant que finalement, il faut peut-être oublier le passé. C'est finalement le programme consulaire.
Et pour cette raison, Bonaparte va en faire un grand état tout autour de lui, une grande publicité, et David voit affluer en grande masse des visiteurs dans son atelier pour découvrir ce que Bonaparte a vu en avant-première. Et avant même que la toile ne soit exposée, toujours en septembre, cette fois 1800, eh bien David, voyant l'afflux des visiteurs, fait payer son entrée à son atelier, 1,80 franc. Il ne perd pas le nord. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette somme, d'abord, il va devenir propriétaire en Seine-et-Marne. Bon, il devient une sorte de bourgeois de l'époque. Ce qui est plus intéressant, c'est qu'en faisant de la sorte, il montre à ses contemporains que les artistes peuvent dépendre directement de leur art. Et qu'en faisant payer cette entrée un peu comme dans une galerie ou dans d'autres domaines, en faisant de la sorte, l'artiste ne dépend pas d'un commanditaire, parce que ça n'a pas été commandé directement, mais que cette représentation montre qu'un artiste peut vivre directement sa façon de travailler. Ça va faire des petits, vous en doutez, mais on est dans cette même veine. Les Anglais avaient commencé depuis la fin du XVIIIe siècle, et puis dans le même esprit, un artiste musicien, cette fois-ci comme Beethoven, avait arrêté d'être maître de chapelle et avait composé des œuvres qui étaient jouées, qui lui permettaient de vivre directement de son art. On est dans le même esprit, dans la même veine. Donc cette toile est un grand succès, et pour toutes ces raisons, David va devenir peintre du gouvernement. Il est peintre du gouvernement consulaire. Mais le titre ne lui plaît pas, donc il décline. Vous imaginez la colère de Napoléon, qui n'est encore que Bonaparte. En tout cas, on va lui passer commande d'un certain nombre de choses. C'est David qui va commencer à représenter, comme il l'avait déjà fait du temps du Directoire et même de la Terreur, il va représenter notamment les uniformes, les habits des préfets qui viennent d'être nommés. C'est lui qui représente également les juges, etc. Et surtout, il va faire les premiers étendards. C'est lui qui dessine tout ce qui compte dans les décors de l'époque. Et à cette époque, par exemple, comme on joue beaucoup aux cartes, les cartes à jouer, c'est David qui les dessine. Donc vous voyez, il est vraiment à la manœuvre dans tout ça. Il a repris vraiment son destin en main et il représente toutes les personnalités qui comptent à l'époque. Madame Récamier, qui lui commande son portrait. Mais quand elle voit le résultat final, elle le laisse à l'artiste, déçu. Elle choisira plutôt, au contraire, le tableau qu'en fait l'un des élèves du peintre, qui s'appelle François Gérard, qui la représente avec beaucoup plus de douceur. Là, c'est vrai que cette patricienne romaine allongée sur cette méridienne, avec un air un peu étrange, et puis cette bougie qui s'éteint, vous voyez cette lampe qui s'éteint en haut à gauche, c'est pas du meilleur goût. On va dire que là, d'une fois encore, le côté un peu aride de la scène, on comprend que la belle Récamier n'ait pas accepté la toile. Mais Bonaparte, rassurez-vous, revient aux affaires. David, là, cette fois-ci, reçoit la commande officielle. L'œuvre, que vous connaissez tous, ça c'est l'original, cette œuvre originale était destinée à servir de cadeau au roi Charles IV, avec qui la France était en très bons termes. Ça va durer jusqu'en 1805-1806, puis après ça va se gâter un peu, mais en cadeau, on devait représenter le passage, effectivement, ce passage du Grand Saint-Bernard. Vous savez tous, évidemment, qu'il a passé le col cadeau de mulet, mais pour représenter évidemment la splendeur des armées et puis la gloire évidemment du chef, il fallait le représenter à cheval. Le doigt tendu, avec un regard déterminé. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'arrière-plan, on découvre toujours, parce qu'il faut toujours voir les tableaux aussi derrière, on voit toujours effectivement... Ah pardon, je reviens en arrière. On voit l'artillerie qui est en train de franchir le col, mais ce qu'on remarque surtout, c'est qu'au pied du cheval sont gravés de frais Bonaparte et surtout Hannibal d'un côté et Carolus Magnus que vous avez traduit en Charlemagne. Donc on montre bien que même si tout ça s'est passé dans un lieu qui paraît un peu loin et anodin, en réalité on est dans les pas des glorieux anciens et que David glorifie évidemment la scène elle-même. Lorsque Bonaparte se souvient, lorsqu'on lui montre le dessin et puis surtout le tableau définitif, lorsqu'il se souvient que ça doit partir en Espagne, il est un peu fâché parce qu'il se dit mais tout le monde l'a vu dans l'atelier et est plutôt content du résultat. Donc David va en être quitte pour faire 4 répliques. La première, pour celui qui la demande, c'est-à-dire Napoléon lui-même. Donc Bonaparte reçoit une réplique, mais une copie donc de la main de l'artiste.
c'est ainsi qu'on l'appelle, Joséphine Oralsien, qu'elle trimballera entre Saint-Cloud, Malmaison et les Tuileries. La troisième réplique sera pour le château de Versailles, devenu un musée, vous le savez, et donc qui permet de montrer au public, cette fois-ci, qu'ils ont un nouveau chef, et pas n'importe lequel. Et la dernière œuvre, pour bien qu'on les distingue, ça va changer à chaque fois entre la cape, la robe de l'animal, et donc tout cela, les couleurs vont changer pour bien évidemment qu'on les distingue. Mais le dernier exemplaire, c'est David lui-même qui va la conserver, va faire des expositions itinérantes, et surtout, à la fin de sa vie, il la gardera en face de sa chambre. Donc la première chose qu'il verra le matin en se levant, c'est Bonaparte franchissant le col du Grand Saint-Bernard. Et la dernière chose, avant de se coucher, de nouveau Bonaparte franchissant le col du Saint-Bernard. Le tableau plaît énormément, Napoléon lui commande énormément de choses, et je le disais, donc arrive l'Empire. Il devait être premier peintre du gouvernement, il va devenir premier peintre de l'empereur, et là, ça lui plaît énormément. Il devient l'héritier de Lebrun du temps de Louis XIV. Et il s'imagine qu'il va pouvoir diriger, régenter les arts. Il a juste oublié que Denon était de la partie, et que c'est Denon qui va servir non seulement de tampon entre les demandes de Napoléon et l'administration, et que c'est Denon qui dirige. Et c'est lui qui vérifie à la fois les factures et l'aboutissement des œuvres elles-mêmes. Devenu premier peintre de l'empereur, il va signer, David signe à la façon des peintres de l'Antiquité. Regardez, on écrit en romain, hein, Ludovico David, Parisis, enfin, etc. Et la première œuvre qu'il représente, vous la connaissez, vous le reconnaissez, c'est le pape, Pie VII. Mais lorsque Napoléon voit que la première toile qui sort des ateliers, c'est le pape, il est un peu fâché. Vous imaginez? Il dit quand même... Alors il demande à Daru, il demande à Denon quand même qu'on lui donne des éclaircissements, pour ne pas dire autre chose. Il dit, mais dans ces cas-là, si cette toile doit être exposée au public, il faut absolument que David, qui est nommé le 18 décembre 1804, quelques jours après le sacre, 2 semaines après, il faut absolument que David fasse mon portrait en tant qu'empereur. Ce qu'il fait. Il montre le dessin définitif, ce qu'on appelle un modello, donc fait à la toile. Il montre ce dessin définitif et Napoléon est très fâché du résultat. Première chose, vous aurez constaté que la couronne de laurier est un peu grande pour la tête. D'autant que de chaque côté, on a l'impression d'un Napoléon qui s'accroche à son sceptre et à sa main de justice, et puis d'un grand manteau qu'il fait un peu nager dans tout ça, qui donne un côté un peu ridicule à la scène. Mais Napoléon l'avait dit au Conseil d'État, n'est-ce pas? Du sublime au ridicule, il n'y a qu'un pas. Ben voilà le résultat, c'est assez ridicule. Tant et si bien que la toile est refusée. Et on comprend pourquoi, parce qu'elle était destinée à être affichée à Gênes. Vous connaissez la relation des Génois et des Corses. Là, c'était fait pour dire, voilà un Corse qui est arrivé, qui est votre maître, et qui est un grand maître. Bah, tu parles d'une affaire, tiens, on a l'impression qu'il est ridicule dans tout ça. Donc, tableau refusé. Et David reçoit surtout des instructions. Il faut absolument que vous terminiez dans les 5 ans les 4 toiles que je vous ai commandées. La première, le sacre. 4 toiles qui devaient se répondre l'une l'autre. Napoléon est ici à droite, il regarde vers la gauche. On retrouvera ensuite dans la distribution des aigles, que je vous montrerai plus tard, la même chose, mais Napoléon est à gauche, il regarde à droite. Et les toiles devaient se répondre l'une l'autre. Il y avait 4 scènes qui devaient représenter ces grandes cérémonies du sacre. Le sacre et le couronnement, que vous connaissez tous. On pourrait faire une conférence, il y a eu des expositions, il y a tout ce qu'il faut. Cette toile, c'est la première qui va être achevée en 3 ans et demi. Ensuite, 3 autres devaient être faites. La première, l'intronisation. Napoléon prêtant serment dans la nef de Notre-Dame, dans cette même journée du 2 décembre. Et il y a des gens qui n'étaient pas là, effectivement. Il y en a plein qui n'étaient pas là. Je réponds à votre question avant même qu'elle soit posée. Il y a Madame Maire, effectivement. Il y a Caprara qui était malade. Il y a l'ambassadeur d'Autriche qui s'était fait porter pâle. Il y a surtout l'ambassadeur de la Sublime Porte. Je vais vous le montrer ici. Ils ont tous été d'ailleurs identifiés. Allez, je vous le montre pour le prince. Président, je vous le montre effectivement. Regardez, l'ambassadeur. L'ambassadeur, il ne pouvait pas figurer dans une église, et a fortiori dans une cathédrale. Donc, on l'a ajouté sur la toile
Parce qu'on pouvait le faire facilement avec le tableau. Et surtout, effectivement, David atteste qu'il était bien présent, parce que vous aurez constaté qu'il est dans la tribune, en train de dessiner. Il est ici, avec son entourage, à commencer par Vien, le fameux maître dont il a son épouse, ses 2 filles, ses 2 fils de chaque côté. Et donc, il est entouré des membres de l'Institut. On retrouve Percier, Fontaine, ils sont tous là. Donc, David est en bonne place pour montrer un peu comme Hitchcock, qui fait partie de l'opération et qui il est au cœur de tout cela. Vous connaissez tous les personnages, je ne vais pas vous faire l'affront, mais ce qui est intéressant, c'est qu'au dernier moment, il a même ajouté Talleyrand, qui ne devait pas figurer à proximité du pape, et on comprend pourquoi, mais dans la dernière scène. Et je vous invite à regarder le dessin, très beau dessin préparatoire que la Fondation Napoléon a dans ses collections, qui permet de comprendre ce qui existait et ce qui n'existe plus. Autre élément, cet enfant, vous connaissez sans doute, Napoléon Charles, l'aîné de Hortense, qu'elle tient de la main, et qui, au moment où la toile est achevée en 1808, est déjà mort de la maladie de Croup, et qui donc disparaît, cet enfant mort, qui va faire beaucoup de peine, évidemment, à sa grand-mère Joséphine et Hortense quand elles verront le tableau final. Je disais 4 tableaux. Je disais le sacre et le couronnement, l'intronisation, j'en ai parlé, la distribution des aigles, 3 jours après. David reçoit commande de présenter cette scène où les différents soldats prêtent serment et reçoivent leur drapeau surmonté des aigles, donc sur les hampes des drapeaux. Et la dernière, c'était le 16 décembre 1804. Tout ce petit monde était invité à l'hôtel de ville de Paris. Alors, ils ne sont pas allés, rassurez-vous, ni en vélo, ni en trottinette, mais ils sont allés, bien évidemment, à l'hôtel de ville pour un grand banquet suivi d'un feu d'artifice pour clore ces grandes cérémonies. Le problème, pas des moindres, c'est que David alterne toujours. Et après avoir présenté cette scène ici, alors que Napoléon est très content, lorsqu'il voit le tableau final en janvier 1808 dans son atelier, dans l'atelier de l'église, l'ancienne église désaffectée de Cluny, il dit à David, « David, vous avez lu dans mes pensées, vous m'avez fait chevalier français. » Et en ressortant, il semblerait qu'il ait dit, c'est ce que rapporte un témoin, il aurait dit, ce n'est pas de la peinture, on marche dans ce tableau. Donc il est content du résultat, d'autant que Joséphine a réussi à un petit entourloupe, c'est que surtout, elle se fait couronner. Au départ, Napoléon devait s'auto-couronner, c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans le dessin préparatoire de la Fondation Napoléon, dans cette collection. Mais en faisant de la sorte, eh bien, Napoléon, maintenant, qui couronne Joséphine, il se penche en avant. Et vous connaissez l'anecdote, bien sûr, on voit apparaître encore l'ombre, vous voyez au-dessus de la main, là, on voit apparaître l'ombre, ici, du visage de Napoléon, sa couronne de laurier, vous l'apercevez au-dessus de la main ? Non, vous ne voyez pas ? Regardez. Je vous contourne le nez, le front, la couronne. Vous voyez ? Voilà. Sauf qu'en faisant de la sorte, donc Napoléon a changé de place. Il s'est légèrement penché en avant. Il a mis un pas en avant. Donc, on va rajouter des éléments. D'abord, on va donc effacer sur tout le visage. Et on va rajouter un élément, et pas n'importe lequel, puisqu'on met un visage sur un corps de prélat italien qui n'a jamais existé, celui-ci, et pour cause, parce qu'en recherchant dans les carnets de dessin, lorsque nous étions commissaires adjoints d'exposition au musée du Louvre, on a retrouvé avec Sylvain Lavessière et Alain Pouchetou, dans les carnets, un dessin que David avait fait en 1784 à Rome. C'était le visage de César en buste. Donc c'est la tête de César qui remet là, avec un petit clin d'œil de l'histoire en disant que César veille non seulement sur l'empereur d'un côté, mais aussi sur le pape qui a pris sa place à Rome. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, David continue d'alterner. En 1809, il achève un tableau que lui commande l'ambassadeur de Russie en France, Yusupov, et il représente donc un Sappho, Fan et l'amour, qui ne plaît pas à l'administration. On lui dit, mais attendez, vous avez 3 autres toiles à terminer, vous avez autre chose à faire, donc terminez absolument la distribution des aigles, qui est le tableau qu'on vous commande en priorité dans la série des 4. Le voici. Sauf que lorsque la toile est achevée, en mai-juin 1810, vous connaissez tous votre chronologie napoléonienne, il s'est passé un événement, c'est que le couple Napoléon-Joséphine s'est séparé. Donc, comme la nouvelle impératrice arrive, en avril, et qu'on va lui présenter cette toile, il faut absolument effacer la présence importune de Joséphine qui se trouvait juste derrière Napoléon, et pour cause, pour bien montrer qu'on a fait les choses en ordre, Joséphine donc disparaît, elle était représentée normalement derrière, assise derrière Napoléon, et pour laisser l'espace vacant, eh bien, on ne va pas mettre
César comme tout à l'heure. C'est tout simplement Eugène de Beauharnais qui était présent là, évidemment, qui avance sa jambe, mais à mon avis, il a dû se faire mal, parce qu'en écartant de la sorte. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve aussi, mais là, cette fois-ci plus sérieusement, on retrouve aussi l'ambassadeur, là, cette fois-ci, de la Turquie actuelle, de la Sublime Porte. Tout le petit monde autour de Napoléon est présent. Alors on reconnaît bien évidemment Joseph, Louis, donc je disais Eugène, les sœurs sont ici, Hortense également se retourne vers nous. Vous aurez reconnu, comme tout à l'heure déjà, Bernadotte, Murat, Berthier, et parce que Napoléon ne goûte pas véritablement, parce que tous les maréchaux sont là, presque tous, n'est-ce pas ? Ils sont quasiment tous là. On voit effectivement les différents colonels qui s'apprêtent, ou capitaines qui s'apprêtent à recevoir le drapeau. Lorsque David termine, on est en 1810, il a ajouté des régiments qui n'existaient pas en 1805, mais il n'est pas à un détail près. En revanche, on reconnaît le fameux Mariol, le fameux Mariol que vous voyez ici, qui est ici en bonne place, ce sapeur qui figure notamment au sommet de l'Arc de Triomphe du Carrousel et dont le nom est resté dans les annales. Faire le Mariol, on comprend pourquoi. Le problème, c'est comme je le disais, Napoléon donc, a effacé Joséphine. Il est inconcevable que cette scène soit présentée à la nouvelle impératrice. David va donc reposer encore ses pinceaux une nouvelle fois, forcé un peu par les événements, et donc les deux autres tableaux ne seront présentés que finalement à l'état d'ébauche et ne seront jamais achevés. Surtout comme Napoléon ne supporte pas d'avoir des allégories dans le ciel, on se demande d'ailleurs à quoi les regards sont tournés, vers quoi ils sont tournés. On regarde un Murat, par exemple, qui regarde le ciel, alors qu'en fait, il n'y a plus rien. Il devait y avoir une allégorie qui devait présenter, justement, qui devait apporter ses bienfaits. Ben là, tout ce petit monde regarde dans le ciel, mais on ne sait pas vraiment pour quelle raison. On est en 1810. David a ses deux fils qui font partie de l'administration. L'un sera d'ailleurs sous-préfet. Quant à ses gendres, ils sont colonels et général. Et ils sont engagés évidemment dans les armées en 1812, notamment, ils font partie de la campagne de Russie. Et pendant ce temps-là, David, maintenant cette fois-ci ayant reposé ses pinceaux, représente un peu ce qu'il voit au quotidien. On lui demande de faire les décors des Tuileries et du Louvre, qui maintenant sont entièrement dévolus à la cour impériale. Et avant que Napoléon ne quitte donc le territoire pour la Russie, dans un premier temps c'était une seconde campagne de Pologne, vous savez, vous connaissez la suite de l'histoire, eh bien il en fait un portrait. Et pas n'importe quel portrait, vous connaissez tous, Napoléon dans son cabinet de travail des Tuileries. Le tableau a fait un tel effet à Napoléon qu'il en était très content, sauf que quand on lui a appris que cette toile n'était pas destinée à rester en France, il a eu une colère terrible. On lui dit comment ? Sire, mais vous le saviez, c'est une commande qui a été passée par un Britannique. Pardon ? Un quoi, vous dites ? Un Britannique ? Oui, mais rassurez-vous, sire, c'est pour un lord écossais, qui est un de vos grands admirateurs et qui veut montrer justement à ses congénères que, voilà, Napoléon est un grand personnage de l'histoire et qu'il faut se montrer plus magnanime et essayer de trouver un accord. Donc Napoléon est très content, mais en échange, David en est quitte pour faire une autre réplique. Cette toile, vous le savez sans doute, est passée donc de l'autre côté de la Manche, dans cette idée-là. Aujourd'hui, elle se trouve à Washington, est aujourd'hui conservée aux États-Unis parce qu'elle a eu plusieurs propriétaires successifs. Mais Napoléon, cette réplique, ne le présente pas comme ici avec son habit de colonel des grenadiers à pied de la garde, son habit bleu. Il est représenté en habit de colonel des chasseurs à cheval, l'habit vert. Et cette autre toile, elle est aujourd'hui au château de Fontainebleau. Et cette fois-ci, rassurez-vous, elle n'a pas quitté le sol national. Mais Napoléon, voyant le résultat, est très content parce qu'on le représente avec non seulement le code civil, il est ici avec le code civil, son glaive, avec tous les éléments évidemment de son travail, une petite tabatière pour montrer qu'il prise le tabac, la main dans le gilet, et puis à ses pieds, eh bien, la vie des 12 Césars de Suétone. David a signé bien évidemment, et à côté, on découvre au moins quelques volumes de son cabinet topographique qui est à proximité. Quelle heure est-il ? Vous aurez constaté sur la pendule, il est 4h12 du matin. Du matin parce que la bougie est en train de se consumer quasiment tout à fait. Ce qui montre que l'empereur travaille jour et nuit. Là encore, la légende s'empare de cette scène. Et le tableau va surtout servir de modèle à toutes nos représentations officielles. Souvenez-vous de nos présidents ensuite, même par la photographie, se présenteront souvent, soit dans leur cabinet de travail, en ouvrant le livre, en mettant une main dessus, etc. La typologie, héritée bien évidemment
de Rigaud de Louis XIV, mais cette typologie vient directement aussi par David, et on voit tous les éléments avec l'aigle qui figure en bonne place, et un Napoléon dont le visage va rester éternellement toujours la main dans le gilet. La Révolution avait fait ses dégâts, la campagne de Russie aussi. David représente plutôt son entourage, il va peindre sa femme, ses filles, une de ses anciennes élèves, Madame Mongèse, avec monsieur qui dirige la Monnaies et Médailles, et on voit pour quelle raison il tient une petite pièce de monnaie de côté, et arrive effectivement la chute. En 1814, vous vous rappelez, Napoléon va abdiquer, dans un premier temps à Fontainebleau, les 9 mois passés à l'île d'Elbe, et il revient. Et lorsqu'il revient donc aux Tuileries le 20 mars 1815, l'une de ses premières visites, alors il y en a eu beaucoup d'autres, mais une de ses premières visites du mois d'avril 1815, c'est pour l'atelier de David. Il avait été mis de côté, David. Au frais, Louis XVIII s'en méfiait, il était surveillé par des Cosaques. Il recevait quelques amis invités, mais il était un peu mis sous surveillance. Lorsqu'arrive Napoléon, il se précipite aux Tuileries, il l'invite, donc c'est ce que fait Napoléon, il vient donc à l'atelier de David et il voit ce tableau, Léonidas aux Thermopyles. C'est une œuvre qui lui a mis 10 ans à réaliser. Et ça tombe plutôt bien parce que le sujet lui-même est en écho avec la situation de l'époque. Léonidas, c'est le chef des Spartiates. Il va combattre avec les 300 derniers qui l'entourent. Et il s'apprête, tout ce petit monde, à affronter les Perses qu'on aperçoit dans la montagne au loin et qui arrivent avec un massacre évidemment annoncé. C'est assez proche finalement de la situation de l'époque. On se souvient de ce qui va se passer, et on sait. Donc sans être annonciateur, ça plaît beaucoup à Napoléon qui doit affronter l'Europe tout entière, qui dit mais finalement David, encore une fois, vous êtes tombé juste, comme les Sabines tout à l'heure, on en a parlé. Léonidas. Alors bien évidemment, Napoléon n'est pas tout nu, mais ça montre un peu dans quelle situation la France se trouve. Et ce tableau va énormément plaire à Napoléon, qui ne va pas avoir le temps vraiment de l'apprécier. Et pour cause, parce qu'il va y avoir la chute définitive, le départ vers Sainte-Hélène, et David, surtout, a fait une chose très importante, il a signé, parmi un certain nombre, le fameux acte additionnel aux constitutions de l'Empire, dans lesquels se trouve, vous le savez, un article qui indique noir sur blanc qu'il faut tout faire pour éviter un retour des Bourbons sur le trône. Voter la mort du roi, instruire le procès de la reine, signer l'acte additionnel, vous comprenez que ça sent pas bon pour lui. Donc David s'empresse de partir hors des frontières. Il demande d'abord dans un premier temps l'exil. Il écrit au Sacré Collège, il demande l'exil à Rome. Et on lui dit, mais attendez, on a déjà tous les Bonaparte sur le dos, vous êtes sympathique, vous ne pouvez pas vous mettre ailleurs, ça commence à devenir un peu gênant. Donc, n'ayant pas vraiment de choix, il va s'installer, vous le savez, à Bruxelles. Et Guillaume l'accueille les bras ouverts, ayant beaucoup, évidemment, de membres de cet entourage, soit républicain, soit napoléonien de manière générale. Sieyès, ils sont nombreux, Cambacérès, ils sont tous là. Donc David s'installe à Bruxelles et ne va cesser de représenter l'Empire d'une manière ou d'une autre. Et là, vous me dites, non, c'est pas l'Empire. Bah si, un peu quand même. Alors bien sûr, c'est Alexandre le Grand, donc le tableau date de 1816, Alexandre le Grand qui appelle son peintre de représenter Campaspe. Mais un maître de guerre, grand chef de guerre comme Alexandre, c'est Napoléon. Le peintre, c'est David. Et Campaspe figure évidemment une allégorie de la France tout entière. C'est le peintre qui représente la France pour le plaisir du maître. De la même manière, lorsqu'il représente les contemporains qui l'entourent à Bruxelles, où il reçoit, où il a ses amis, et il refuse évidemment, parce que se méfiant d'un retour précipité à Paris, lorsqu'il représente par exemple Frédéric Lenoir, l'ancien directeur des Monuments François, il le représente avec affiché bien évidemment en évidence sa Légion d'honneur, où figure bien évidemment aussi, si vous regardez le tableau de manière plus détaillée, on l'aperçoit à peine, mais je ne sais pas si on le verra, le profil de Napoléon. De la même manière, lorsqu'il nous montre ici des scènes qui pourraient penser plutôt à l'Antiquité, c'est sûr, c'est l'amour qui tend Psyché, et c'est la mythologie. Mais l'amour avec un air un peu d'ailleurs assez satisfait de ce qui vient de se passer, et qui laisse évidemment ici
Psyché est dans une situation un peu étonnante avec ce papillon qui montre son âme. C'est aussi avec les étoiles, avec le côté vert, c'est plus du vert que du bleu d'ailleurs, c'est plus étonnant. Enfin bon, c'est bien entendu le combattant avec son arc et ses flèches, et surtout qui rappelle dans les couleurs dominantes, parce que ça c'est vraiment évident ici, il y a du vert là, mais c'est du bleu, du blanc et du rouge. Lorsqu'on parle de Télémaque et de Caris, Télémaque, c'est le fils qui attend le retour du père. C'est Ulysse qui un jour va rentrer d'exil. La situation du roi de Rome, devenu duc de Reichstadt, est évidente ici. D'ailleurs, le visage de Télémaque, c'est un peu le visage du duc de Reichstadt. Et Napoléon, finalement, transparaît à travers toutes ses œuvres, avec toujours du bleu, du blanc et du rouge. La colère d'Achille. Je vous rappelle l'épisode. Achille prend l'arme pour essayer de s'interposer vis-à-vis d'Agamemnon, qui veut sacrifier sa fille Iphigénie sous le regard de Clytemnestre. Mais là, c'est le peuple français qui veut s'interposer contre le roi Louis XVIII, qui veut sacrifier la France, alors que l'espoir est là en train de pleurer. Les couleurs dominantes, comme tout à l'heure, le bleu, le blanc et le rouge, avec d'ailleurs une Iphigénie qui n'est pas sans rappeler les tableaux de Botticelli. Donc il y a tout cela chez David, et lorsqu'il reçoit en 1820 la visite des filles de Joseph, Charlotte et Zénaïde, elles deviennent ses élèves, et bien ce sont elles, les nièces de l'empereur, qui lui apprennent la mort de l'exilé de Sainte-Hélène. Et la lettre indique effectivement le résultat de cette captivité terrible par les Britanniques. Donc Charlotte et Zénaïde, qui sont les élèves, apprennent la mort de Napoléon, et pendant 3 jours, David ne quitte pas la chambre. Il ne veut voir personne, ne se nourrit plus, et lorsqu'il en ressort, peut-être un peu halluciné, peut-être dans une situation un peu particulière, c'est encore sur le coup de l'émotion, il demande à ses élèves, mes amis, ils sont encore une centaine autour de lui à Bruxelles, mes amis, nous allons faire la réplique du sacre. Pardon, maître, 9 mètres par 6, ça nous a pris 3 ans et demi à l'époque, vous n'y comptez pas. Si, mes amis, nous allons faire une réplique du sacre. Et c'est ce qu'ils font en 1 an et demi à peine. Je vous ai parlé de Georges Rouget tout à l'heure. Rouget était à la manœuvre. Rouget, Navès, Dorvar, tous ces peintres, soit belges, soit français ayant quitté évidemment Paris, sont là pour travailler d'arrache-pied avec des couleurs plus vives que l'original. Et pour bien évidemment qu'on montre bien que c'est une réplique, eh bien Pauline, pour la distinguer, aura une robe rose, alors qu'elle avait une robe bien évidemment argentée dans l'original, pour évidemment qu'on change les choses. Alors, entre-temps, David s'est fâché à peu près avec tout ce qui compte à Paris. Donc, un grand nombre de visages vont être changés et il mettra les visages de ses élèves restés fidèles autour de lui pour bien montrer que ça n'est plus du tout les visages qu'il a détestés lorsqu'il était encore dans la capitale française. Mais en attendant, le tableau va rencontrer un grand succès, et pour cause. L'original ne pouvait pas être montré à l'époque de Louis XVIII. Donc cette réplique-là, elle va faire le tour du monde. On va l'exposer bien évidemment dans un premier temps en Belgique actuelle. Elle va passer la Manche, on va la retrouver à Londres. Elle va être exposée aux États-Unis avec une grande tournée, Philadelphie, New York et autres. Et puis seulement un peu après, alors qu'elle est entre mains donc américaines, en 1889, je dis en 1889, lorsque tout ce petit monde se souviendra qu'il y a un grand tableau au château de Versailles original du tableau du sacre qu'enfin on expose depuis le temps de Louis-Philippe et qu'on veut montrer à Paris pour l'exposition universelle, on se dit c'est dommage, on avait appelé ça la salle du sacre à Versailles, on n'a plus de tableau du sacre, on le met au Louvre maintenant. Et on se souvient, on se dit mais il y a une réplique qui est aux États-Unis. Alors comme on fait de bonnes affaires en France, on va acheter à prix d'or, évidemment, cette réplique qui est aujourd'hui au château de Versailles. C'est celle que vous voyez avec en face de ce tableau à Versailles. En face, vous avez toujours la distribution des aigles. Donc les choses sont en ordre maintenant. David termine. C'est son dernier tableau. Il fera d'autres toiles. Mais en 1824, il a 76 ans. Il termine une dernière toile. Mars, désarmé par Vénus, entouré par les 3 grâces. Et là, vous vous dites, c'est un peu kitsch. Je vous l'accorde. C'est vrai que Mars, dans ses nuées de l'Olympe, entouré, en tant que dieu de la guerre, entouré de Vénus et des 3 grâces, tout ça fait un peu sourire.
C'est d'ailleurs assez étonnant, parce qu'à la postérité de la peinture, lui qui était en train d'osciller parfois entre du néoclassicisme, un peu de pré-romantisme, etc., là, cette fois-ci, on a l'impression que c'est Ingres qui a peint. Ben oui, en fait, il est un peu influencé par ses propres élèves, ce qui est assez particulier. Et si vous regardez bien, c'est vrai que le visage de Mars, c'est un peu celui de Léonidas tout à l'heure. Le visage de Vénus, ça pourrait être... Hop, je reviens en arrière. Ça pourrait être celui qu'on a vu tout à l'heure de Campaspe. Ah, mais en revanche, ce qui est plus intéressant, c'est que les trois grâces ont les visages des trois sœurs de Napoléon. Pauline, Caroline et Elisa. Et puis le petit enfant, là, espèce d'amour qui est au pied, en train de délacer la chaussure du dieu de la guerre. C'est étonnant parce qu'il a le visage du roi de Rome lorsqu'il était enfant, évidemment. Bleu, blanc, rouge, encore une fois, avec un casque, évidemment. Et tout cela, c'est pour montrer que la France couronne le dieu de la guerre qui est mort depuis 3 ans. Donc, Napoléon est toujours présent dans les tableaux de David. La toile, pour la première fois, est acceptée à Paris. Elle est exposée. Un succès phénoménal, même si certains esprits disent quand même qu'on a quand même changé entre-temps. On a fait quand même le radeau de la Méduse, on a fait des œuvres avec Gros qui ont quand même un peu une autre allure. Mais Ingres est très heureux d'affirmer que c'est dans cet art-là qu'il faut le présenter. En même temps, c'est vrai que Delacroix présente autre chose. D'un côté la ligne, de l'autre côté la couleur. La guerre va faire rage, mais David est encore au centre du jeu. Pas pour très longtemps. En 1825, ses derniers jours sont comptés. Il est victime d'un accident. Il est renversé par une voiture hippomobile, bien sûr, à Bruxelles. Il s'en remet difficilement. Sa femme est très gravement malade. Elle va s'éteindre, elle, à Paris. Elle a le droit de revenir à Paris. Mais lui reste à Bruxelles. Et donc, il est entouré de ses derniers compagnons. Et comme il ne fait jamais les choses comme les autres, il va s'éteindre le 29 décembre 1825. J'en ai terminé. Mais il ne fait pas les choses comme les autres. Il s'éteint le 29 décembre, qui correspond dans le calendrier à la Saint-David. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci.